À partir de 1970, le phénomène muscle car a commencé à prendre une importance phénoménale. Les voitures devenaient plus imposantes et plus lourdes. Elles étaient bourrées d'options luxueuses et elles avaient quasiment toutes un moteur de 7 litres. En gros, les muscle cars prenaient l'allure de grosses voitures puissantes et étaient les reines de la route avant 1964. Mais il y avait un autre type de voiture très performante qui était légère, maniable et diablement sexy. Ce sont ces voitures qui ont incité les jeunes à se tourner vers les muscle cars. Il s'agit bien sûr des pony cars. Les pony cars s'affichaient plutôt comme étant la version américaine des voitures de sport européennes, mais on ne pouvait pas ignorer que ces voitures avaient une touche très Détroit. Les Cuda et la Challenger ont été deux grandes réussites de la catégorie pony car depuis le lancement de la Mustang et de la Camaro. Chrysler s'était placé troisième sur le marché en ce qui concerne les pony cars, mais en 1970, la Cuda et la Challenger allaient tout changer. Elles avaient toutes les deux un style immaculé et on pouvait y adapter toute une gamme de moteurs. Tout ce que Chrysler avait dans son inventaire. Cela donnait la possibilité à tous les passionnés de Plymouth et de Dodge de faire ce qu'ils voulaient de cette voiture, y compris de l'emmener sur les circuits. La Chrysler Corporation s'est mise à fabriquer de telles voitures pour pouvoir participer aux courses de la Trans Am et cela nous montre bien que les pony cars avaient vraiment un rôle important sur le marché automobile. Je pense que tous les constructeurs en étaient bien conscients et ils savaient aussi que pour commercialiser des pony cars, il fallait que ces voitures soient représentées sur les circuits. Les courses de Trans Am allaient être l'occasion de voir s'affronter les pony cars sur les plus beaux circuits d'Amérique. Les premiers de ces courses étaient souvent Ford, General Motors ou American Motors qui dépensaient des millions de dollars dans leurs écuries de course. Mais grâce à la couverture médiatique et à l'enthousiasme du public, les constructeurs pensaient que ces investissements en valaient la chandelle. La guerre des muscle cars a vraiment atteint son paroxysme en 69 et en 70. Et tout ce qu'il restait à faire aux constructeurs, c'était de prendre l'avantage dans la compétition. Les courses de la Trans Am se sont alors avérées être de véritables atouts publicitaires. Les Trans Am étaient les seules courses auxquelles les Dodge et les Plymouth n'avaient pas encore pris part, mais en 1970, elles se sont bien décidées à y participer. Même si Ford et General Motors avaient quelques bonnes années d'expérience dans la conception de ces voitures de course, la Chrysler Corporation s'est débrouillée pour rattraper son retard et en moins de temps qu'il n'en faut, la direction de Chrysler a lancé 2 programmes de course de grande envergure. Le champion Sam Posey se souvient avec passion de l'époque où Chrysler l'a sollicité dans le but de former une équipe pour piloter la Dodge Challenger. Autodynamics était extrêmement fier quand Dodge a signé avec nous. Nous nous étions déjà quasiment engagés avec American Motors un mois avant cela et nous avions déjà commencé à travailler sur les préliminaires. Mais nous pensions toujours aux accords que nous avions passés avec Javelin et nous ne pouvions pas attendre. Quand nous avons reçu les voitures, nous voulions vraiment aller sur les circuits et faire plaisir au public. Sam Posey pilotait une Challenger dans l'équipe Autodynamics et Dan Gurney a préparé des Cuda en version course. C'est à partir de là que Dodge et Plymouth vont faire un carton sur le marché grâce à des versions spéciales de ces voitures équipées de suspension course, de voyantes décorations et d'un moteur 5,5 litres très léger qui pouvait tourner à un régime très élevé. La version de course du Challenger fut baptisée la TA, comme Trans Am, à juste titre d'ailleurs. Chez Plymouth, on l'a baptisée la Cuda AAR, comme All American Racer, l'équipe de Dan Gurney. Ces 2 voitures étaient très stylées, elles offraient une très bonne visibilité et elles avaient tout l'équipement pour favoriser la vitesse. Ces voitures ne sont pas passées inaperçues auprès des jeunes Américains et bientôt la course n'avait plus lieu sur les circuits, mais chez les concessionnaires. Il y eut moins de 3000 exemplaires de chaque marque de fabriqués et ceux qui en avaient déjà conduit savaient tout de suite que ces voitures avaient quelque chose de spécial. Ces voitures allaient bientôt devenir les pony cars de collection les plus recherchées. Mais est-ce que ces voitures fantastiques ont laissé un héritage sur le marché automobile? Oui et non. Nous allons commencer avec la Cuda qui n'était pas vraiment une voiture de course à ses débuts. Cela faisait 6 ans que Plymouth avait lancé la Barracuda et quelle époque! Ils ont commencé en adaptant un V8 sur cette voiture, puis ça s'est fini par un succès phénoménal pour l'industrie automobile dans son entier.
Le design de la Barracuda a évolué par rapport au premier modèle. Elle est devenue une petite voiture résistante et racée. Tout comme la Mustang, dont l'origine remonte à la Ford Falcon, la Barracuda fut inspirée d'un modèle lent et sans grand intérêt, la Valiant. Chrysler Corporation has the last word. Valiant. La Barracuda fut lancée quelques semaines avant la Mustang, mais elle ressemblait trop à la Valiant. D'ailleurs, beaucoup de gens confondaient ces deux voitures. Chrysler a mis 3 ans à corriger cette mauvaise conception, mais quand ils se sont décidés à le faire, la Barracuda est devenue une sportive légère, encore plus sportive que la Mustang, la Camaro ou la Firebird. Mais la règle était alors en train d'évoluer. Il fallait avoir des grosses voitures, c'était valable même pour les muscle cars. Ford et General Motors ont commencé cette course à la cylindrée en mettant des gros moteurs sur les Mustangs et les Camaro. Mais Chrysler n'était pas en reste et loin s'en faut en ayant déjà produit le célèbre moteur Hemi. À moins de vous rappeler de Ronnie Sox ou un pilote de son équipe, le moteur Hemi 6 litres huître de 1968 n'était certainement pas une pièce que vous pouviez aller acheter chez votre concessionnaire Plymouth. C'était juste un avertissement de la part de Plymouth pour bien démontrer aux autres qu'ils pouvaient aller vite eux aussi. Les courses de Mopar avaient également contribué à mettre au point des composants très résistants. Le pont arrière était autobloquant et la transmission automatique 4 vitesses était à toute épreuve. Elle pouvait supporter le couple de n'importe quel moteur Mopar, quelle que soit sa puissance. Chez Chrysler, on ne connaissait d'ailleurs pas de problème avec la rupture de transmission. Mais parmi tous ces muscle cars qui n'étaient que bruit et fumée, Chrysler a lancé un petit moteur, c'était le secret de maison 1968. Ce moteur faisait 5,5 litres. C'était un moteur qui avait un alésage de 10 à 1 et une course de 8,27 cm. Avec un taux de compression de 10,75 et un carburateur quadruple corps, ce moteur développait 275 chevaux à 5000 tours minute. Grâce à sa légèreté et à sa bonne reprise, la Barracuda 340 était très maniable et avait beaucoup de répondants en accélération. En fait, grâce à son poids de 1500 kg, la Barracuda pouvait parcourir les 400 mètres des courses départ arrêté à la vitesse de l'éclair comparé à d'autres pony cars qui avaient pourtant des plus gros moteurs. Les enthousiastes l'ont rapidement surnommée la Cuda. Alors, en 1969, Plymouth a décidé d'officialiser le nom en sortant des modèles avec plusieurs options. Vous pouviez même commander une Cuda avec un moteur 7 litres. Un passeport garanti pour ceux qui ne comptaient pas vivre longtemps. Au bout de 3 ans, il fallait changer la carrosserie de nouveau. La nouvelle Cuda de 1970 allait être la muscle car de rêve ainsi qu'une bonne routière. La 3e génération de Cuda débarquait dans la rue. Sur la Cuda 1970, rien ne pouvait vous rappeler que cette voiture fut jadis si simple. Cette année-là, les designers de chez Chrysler lui ont créé une carrosserie qui en fit la pony cars la plus racée de sa génération. Les designers lui ont également trouvé une petite sœur en 1970, la Dodge Challenger. Ces deux voitures avaient l'avantage d'avoir la même carrosserie Mopar E. Elles étaient très différentes, mais elles furent dessinées pour pouvoir accueillir n'importe quel moteur Chrysler, du plus simple en passant par l'Hemi 6 litres 8. Même si les muscle cars étaient toujours dans la logique de devenir des grosses voitures en 1970, certains se sont rappelés pourquoi on avait conçu les pony cars à leur origine. Ces gens n'avaient rien contre l'accélération en ligne droite, mais ils n'avaient pas oublié qu'il y avait aussi moyen de se faire plaisir dans les virages. Pour eux, cette nouvelle voiture était un cadeau du ciel. Celle-ci est un modèle de course sur route. Je pense que la plupart des muscle cars étaient équipés de gros blocs moteurs et pouvaient donc aller plus vite dans les lignes droites. Mais celle-ci a été conçue pour changer souvent de vitesse, négocier des virages, bref, on l'a conçue afin d'en faire une voiture maniable. Si vous ne vous contentiez pas d'admirer seulement la nouvelle carrosserie du Challenger et de la Cuda, vous pouviez vous rendre compte qu'elle avait un nouveau système de suspension qui rendait ces voitures très stables sur la route. En plus de ces barres de torsion renforcées, cette voiture était équipée de barres anti-roulis à l'avant et à l'arrière, de freins plus puissants, d'amortisseurs et de ressorts à lame heavy duty.
D'après Sam Posey, les Cuda et les Challenger que vous pouviez acheter chez les concessionnaires étaient très similaires à celles qu'il a pilotées sur circuit. Elle ressemblait vraiment aux voitures de course. Quand vous la conduisiez, vous la sentiez bien entre vos mains. Elle était dure à piloter. Elle avait ce même bruit sourd, un peu comme un grondement. L'intérieur, très spartiate, était également très similaire, tout comme le volant. Tout n'était pas pareil que sur les voitures de course, mais il y avait quand même un bon dénominateur commun. Le travail qui avait été réalisé sur les suspensions était de bonne aloi car la Chrysler Corporation avait décidé de faire courir ses voitures sur les circuits de la Trans Am contre ses rivales Ford et General Motors. Il fallait vraiment qu'ils soient à la hauteur et c'est la raison pour laquelle ils ont mis au point ces voitures. Ils ont donc commencé en 69 et continué à travailler sur cette voiture pour la finir dès que possible. Ils ont bien sûr construit une version routière qui était aussi capable de courir sur circuit. Ces voitures ont rendu les pilotes un peu frénétiques. Dans la foulée de la préparation des modèles de course, Dodge et Plymouth ont commencé à dessiner des versions routières de ces voitures. Comme la Z28 ou la Mustang Boss 302, les AAR et les TA auraient désormais une touche Road Racer, qui allait les démarquer des modèles Cuda et Challenger précédents. Dan Gurey entretenait des relations privilégiées avec Plymouth. Il paraissait donc naturel que leur voiture soit estampillée du logo All American Racer. C'est ainsi qu'elle est devenue la Cuda AAR. Dodge voulait quelque chose de plus évocateur et comme Pontiac avait déjà pris le nom de Trans Am pour une de ses voitures, ils ont opté pour les initiales TA. Plymouth a agrémenté sa Cuda d'un graphisme tape à l'œil avec une bande laser sur le côté. Le logo All American Racer et tout le dessus de la voiture était peint en couleur noire. Dodge a également peint sa voiture en rouge et noir avec le logo TA incorporé sur les bandes latérales. Sur les ailes, on ne pouvait manquer la mention 346 PAC, au cas où vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire. Les deux voitures avaient un becquet arrière et un capot en fibre de verre. La prise d'air au milieu du capot était inspirée des designs de la NASA, tandis que celle de la Challenger ressemblait plus à une pièce Mopar traditionnelle. Par contre, sous chaque capot se dissimulait un trésor, une version spéciale du petit moteur 340 qui faisait 5,5 litres. Ce moteur a été conçu pour être plus résistant. Il avait des têtes de cylindre spéciales, les mêmes leviers basculants que le moteur EMI 6,8 litres, ainsi qu'un meilleur système de lubrification. Pour couronner le tout, ce moteur était équipé de 3 carburateurs Holley à double corps montés sur un collecteur d'admission Edelbrock en aluminium. Le filtre à air était directement relié au déflecteur par le biais d'un joint d'étanchéité en caoutchouc à travers lequel l'air frais pouvait passer. Afin que cette voiture puisse répondre aux critères de sélection pour les courses de la Trans Am, il fallait que Chrysler produise 2800 Cuda et 2500 TA. Un nombre aussi limité a fait que les concessionnaires n'ont pu répondre à la demande que partiellement. Beaucoup de passionnés avaient remarqué que ce pony car avait quelque chose de particulier. Il y eut donc moins de 6000 modèles de ces petits bolides fabriqués en tout. Alors les fans de Mopar s'estimaient heureux rien que de voir ou de conduire une Challenger TA ou une Cuda AAR, même une seule fois. Après avoir fait des recherches sur cette voiture, je me suis vite aperçu que c'était tout sauf une voiture banale. La mention 346 PAC, le style de la voiture et ses lignes ont vraiment attiré mon attention. C'est en achetant cette voiture que je me suis rendu compte qu'elle était très agréable à conduire. L'intérieur des Challenger et des Cuda était typique des pony cars, avec des sièges baquets, une console, des compteurs précis et faciles à lire, ainsi qu'un volant custom. Pour ce qui était de la boîte de vitesse, vous pouviez choisir entre la Torque Fleet automatique ou la Chrysler 833 à 4 vitesses avec un levier Mopar Pistol Grip. La plupart des voitures étaient vendues avec la direction assistée, des freins puissants et un autoradio. La plupart des concessionnaires durent se contenter d'en vendre 2 ou 3, mais jamais plus, et comme très peu d'exemplaires furent fabriqués, les clients ne pouvaient pas commander des versions spéciales. Si vous en vouliez une, il fallait prendre celle présente dans le showroom de votre concessionnaire.
Il faut quand même souligner que les TA et les AAR étaient déjà bien équipés et répondaient très souvent aux attentes du client. Ces voitures étaient également équipées d'un pot d'échappement à sortie latérale, ce qui était peu banal. En fait, les gaz d'échappement sortaient du collecteur, passaient à travers le silencieux, puis allaient vers l'arrière pour revenir vers l'avant et sortir sur le côté. Les pneus arrière sont plus larges, ce sont des pneus Goodyear, des G60 à l'arrière et des E à l'avant. Je pense que de tels pneus doivent ajouter un peu de poids. En tout cas, cela donnait un style voiture de course indéniable. En mettant au point ces deux voitures, Dodge et Plymouth se sont vite rendus compte qu'ils avaient en main des voitures qui allaient pouvoir arracher la victoire aux Ford et aux autres General Motors. Avec ses bandes et ses insignes, son pot d'échappement et ses pneus larges, ces voitures étaient vraiment l'emblème des Pony Cars. L'image est très importante, alors si vous êtes un constructeur automobile et que vous voulez faire la promotion de votre marque, vous ne pouvez pas le faire qu'à moitié. Leur forme et leur graphisme étaient parfaits. Elles avaient des couleurs tape à l'œil et leur capot était en fibre de verre. Cela les faisait ressembler aux voitures Hot Wheels. Quand Dodge et Plymouth eurent construit assez de voitures pour les particuliers pour répondre aux critères de la SCCA, les deux marques ont pu commencer à mettre en place leur programme de compétition. Ils avaient construit assez de voitures pour pouvoir participer au Trans-Am. Maintenant, ils allaient préparer leur apparition sur les circuits. Dodge et Plymouth avaient un peu de retard pour la saison 70. Ils ont perdu du temps dans leur mise au point car ils ont fait des efforts incroyables pour leur première année. En choisissant des pilotes tels que Dan Gurney et Sam Posey, Chrysler n'est pas passé inaperçu sur les circuits de la Trans-Am. C'étaient non seulement des pilotes aguerris, mais ils étaient surtout sans pitié sur le circuit, même entre eux. Chez Auto Dynamics, on a remarqué que Gurney mettait de l'acide sur sa voiture pour attaquer la tôle et la rendre plus légère. Alors, nous nous sommes dit que nous allions le faire nous aussi et à plus grande échelle. Nous voulions être encore plus légers. À la première course de la saison à Laguna Seca, notre voiture fut la dernière à passer devant les inspecteurs de la course. Quand ils eurent fini, nous avons demandé à John Camanus, l'inspecteur en chef, s'il voulait boire une bière avec nous. Il a accepté et en s'appuyant légèrement sur la voiture, il a fait une grosse bosse. Il en a conclu qu'on avait un problème. Côté moteur, c'est le célèbre ingénieur Keith Black qui a conçu les versions courses. Keith Black était un génie, c'était un spécialiste du drag street. Il s'était tourné vers la course sur route pour construire nos moteurs. Rien ne lui échappait. Il a fait des moteurs infaillibles et très puissants. C'était d'ailleurs de loin l'atout numéro 1 de notre voiture. Les règles de la Trans-Am interdisaient les moteurs de plus de 4,9 litres. Le 5,5 litres sera alors modifié et développé au niveau puissance pour rivaliser avec la Mustang Boss et la Z28. Dodge et Plymouth vont sans doute avoir à se battre l'un contre l'autre pour le titre de la Trans-Am de 1970. Pendant une période de 2 mois, les mopards destinés à la Trans-Am ont été savamment préparés jusqu'à ce qu'elles soient prêtes pour la course. Depuis les stands, ces voitures qui filaient à plus de 240 km/h ressemblaient pourtant énormément à celles que l'on pouvait voir dans les showrooms. Mais c'était bel et bien des voitures de course. Elles ressemblaient à des voitures de série quand on les compare avec les voitures d'aujourd'hui, mais elles n'en étaient pas. C'était une grave erreur que de le croire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la carrosserie était passée à l'acide. Les moteurs étaient loin d'être des moteurs de série. Certaines parties du pont arrière et de la transmission étaient en magnésium avec une légère plaque de métal collée par-dessus pour que les inspecteurs n'y voient que du feu quand ils faisaient des tests avec leurs aimants. Nous avons triché de fond en comble avec cette voiture. Sous le capot, un miracle était en train de se produire. Keith Black avait décidé de garder le moteur 5,5 litres avec un alésage de 10,26, mais il avait diminué la course à 4850 cm3. Avec l'avènement d'un bloc moteur spécial Trans-Am, les supports moteurs ont dû être déplacés. Les pièces résistaient très bien aux vibrations du moteur qui frisaient parfois les 8500 tours minute et comme on avait diminué la course, le circuit d'huile fut bien sûr adapté. On a amélioré les soupapes et adapté les arbres à cam et les leviers basculants du moteur émis. Avec un carburateur relais quadruple corps, le moteur faisait maintenant 460 chevaux.
Plymouth avait confié ses 2 Cuda à Sweat Savage et Dan Gurney, tandis que la Challenger était entrée dans la bataille avec Sam Posey à son volant. C'était génial de pouvoir se battre contre des types comme Mark Donohue, Parnelli Jones, George Follmer, mon ami Sweat Savage ou Dan Gurney. Vous attaquiez une ligne droite et Dan Gurney était là. Mark Donohue était de ce côté, Parnelli Jones était devant. D'ailleurs, il était toujours devant. C'était vraiment excitant. Entre Ford, General Motors, American Motors et Chrysler, la saison 1970 fut une bataille sans merci. Les ventes de pony cars étaient en jeu et ce marché représentait des millions de dollars. Cet enjeu était tellement phénoménal que les pilotes devaient respecter certaines consignes. Si le moteur explosait et qu'il y avait des pièces qui volaient un peu partout, quand vous sortiez, vous deviez dire que votre accélérateur s'était bloqué ou que votre transmission s'était rompue. Mais en aucun cas, vous ne pouviez dire que votre moteur vous avait lâché, car officiellement, les moteurs Chrysler n'explosaient jamais. Les courses de Trans-Am étaient une affaire de fou. Gary Savage revit aujourd'hui ces instants avec émotion au volant de la Cuba AAR que son père a restaurée. À Laguna Seca, où je l'ai piloté pour la première fois, eh bien, vous arriviez en haut de la côte, si vous voyez où je veux dire, et la voiture partait dans tous les sens. Vous la maîtrisiez tant bien que mal jusqu'au premier gauche pour plonger ensuite dans la section dite en tire-bouchon. Je peux vous assurer que c'était très dur à négocier. Vous pouviez à peine voir plus loin que le capot sur ces voitures. Les sièges étaient très bas, et quand vous étiez assis, vous ne pouviez voir que le capot et les arbres devant. Et quand vous en sortiez, vous étiez content d'être toujours sur le circuit. Mais hélas, pas une seule Cuda ou Challenger n'a gagné en 1970. Alors, à la fin de la saison, la carrière de ces 2 voitures s'est terminée. La Cuda AR et la Challenger TA font donc partie des nombreux exemples extrêmes qui nous montrent jusqu'où pouvaient aller certains constructeurs américains pour faire de leur performance une exclusivité. Il doit rester quelques centaines d'exemplaires de ces voitures aujourd'hui pour les fans de muscle car. Peu de voitures peuvent se vanter d'être aussi respectées que ces petites fusées. L'héritage de ces voitures est toujours perceptible de nos jours et c'est incroyable. J'ai du mal à m'imaginer que la réputation de ces voitures est toujours la même 3 décennies après leur dernière course. Merci de nous avoir suivis et souvenez-vous de notre devise. Ne les mettez pas à la casse, restaurez-les.